D'abord, Vincent Hervouette, c'est vrai que les 3 ans qu'on vient de vivre et la journée d'hier, moi je trouve ça extraordinaire. Je ne peux pas vous dire autre chose. Il y a quand même 800 000 personnes qui sont au tapis. 1 million de morts. Bon, 1 million de morts. On n'en s'affichera rien. Oui. C'est un secret d'État qui est... Je suis d'accord avec vous, mais... Et qui est très contestable, mais bon, c'est le chiffre que reprennent les autorités françaises désormais depuis que le Wall Street Journal l'a publié. Bon, on a écouté Pierre Lelouch qui a été vraiment remarquable tout à l'heure, et on a le sentiment que tout ça aurait pu être évité, que l'Europe en gros a fait n'importe quoi. Et qu'aujourd'hui, le shérif a sifflé la fin, non pas de la récréation, parce que je le répète, il y a 1 million de morts. Et c'est vraiment... Les dirigeants européens ont été globalement, du début jusqu'à la fin, pas très bons, je vais le dire comme ça. Voilà. Et que, d'abord, est-ce que vous partagez cette analyse de dire ils ont bluffé uniquement l'Amérique, à partir du moment où l'Amérique s'en va, c'est fini. Je veux dire qu'on n'avait pas les moyens de notre ambition, que tout ça était depuis le départ, on est sur la com, on est sur l'émotion, et on est avec Bono qui va chanter, mais tout ça est grotesque en fait. Mais ça continue, vous avez... Tout ça est absolument grotesque. Vous avez suivi le spectacle hier à Washington, à la Maison-Blanche. Ça continue à être de la com. Le président a expliqué qu'avec les Américains, on était toujours du même côté, a-t-il dit. C'est un des moments forts de son intervention. Le jour même, à l'ONU, il y a eu une résolution sur l'Ukraine, à propos des 3 ans de guerre, à propos de la paix en Ukraine. Et les Européens ont voté pour cette résolution. Les Chinois se sont abstenus. La Russie a voté contre, et avec la Russie, avec qui il y avait la Corée du Nord, il y avait l'Iran, il y avait le Venezuela, il y avait le Nicaragua, il y avait le Soudan, tous les pays infréquentables, et il y avait les États-Unis. C'est-à-dire que les Américains ont voté de l'autre côté, on n'était pas du même côté hier à l'ONU. Ça, c'est les faits. Mais vous avez eu, pendant ce temps-là, à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, un numéro de Embrassons-nous Folleville, de retrouvailles entre vétérans, une petite fête diplôme. Et c'est toujours comme ça. Là, au moment de Notre-Dame, tout le monde a applaudi le coup fourré, l'habileté diplomatique du président Macron qui avait réussi à réunir à l'Élysée dans un petit salon Zelensky et Donald Trump. Ils s'entendent. Attendez. Alors on a dit c'est magnifique, formidable, quel extraordinaire. Vraiment, c'est bien joué. Ça n'a pas empêché 3 semaines après, que le président Trump discute avec le président Poutine au téléphone et solde tout, et lui accorde tout. Je suis d'accord avec vous, et c'est ce côté habile, évidemment qu'il est habile, qu'il est intelligent, on dit toujours la même chose, mais c'est pas le problème d'Emmanuel Macron, c'est pas le problème. Donc on est avec des dirigeants qui ne font que de la com, c'est Bruno Le Maire qui dit des choses aussi bêtes que je vais mettre la Russie à genoux. Aussi bête que ça. Et uniquement, la moraline est là, la communication est là, et on est dirigé par ces gens-là. Oui, mais dans la Pardonnez-moi, mais ça pose un souci. C'est vraiment le résultat qui compte. Ça pose un souci. Alors écoutons le président de la République qui s'est exprimé hier sur Fox News, Thomas Bonnet. Oui. Fox News, c'est pas CNews, hein. Non. Fox News. Mais bon. C'est toujours pas CNews. Donc, c'est toujours pas CNews. Mais bon, peut-être qu'un jour, mais c'est Fox News, le président. C'était cette nuit. Et qu'a-t-il dit Fox News dans un anglais merveilleux? Un président formidable qui parle très très bien anglais. C'est merveilleux. C'est bien. Non, mais il le parlait bien hier. Mais il est comme ça en anglais. Voilà. Il était vraiment à l'aise hier avec Donald Trump. C'était l'euphorie du moment, ces retrouvailles, cette amitié. Mais je vous ferai écouter tout à l'heure ce qu'a dit. Finalement, le meilleur son d'Emmanuel Macron, c'est Trump qui l'a dit sur le dîner de la Tour Eiffel. Il a tout compris. Ah oui. C'est le son qui résume 8 ans d'Emmanuel Macron. Je vous le ferai écouter tout à l'heure. Mais tout d'abord, Emmanuel Macron, nous voulons la paix sur Fox News. Nous voulons la paix. Et je pense que l'initiative du président Trump est très positive. Il faut faire attention car nous avons besoin de quelque chose de substantiel pour l'Ukraine, mais aussi pour la sécurité de l'Europe et de la France. Deuxièmement, travaillons ensemble sur l'avenir pour préserver les garanties de sécurité. Nous devons être sûrs que cette paix sera respectée par la Russie. Il faut d'abord une trêve et je pense que cela pourrait se faire dans les semaines à venir. Ça, c'est la première chose qu'il a dit. On peut évidemment souscrire à ce qu'il dit. Et puis, il a parlé de la guerre commerciale également. Emmanuel Macron sur Fox News. J'ai compris que votre priorité était d'imposer des droits de douane à la Chine, car le président Trump a déclaré « Ils sont injustes envers nous ». Vous ne pouvez pas mener une guerre commerciale contre la Chine et l'Europe en même temps. J'espère que je l'ai convaincu.
Alors, je vais vous faire écouter ce que je vous disais tout à l'heure, parce que évidemment que c'est un artiste, Emmanuel Macron. C'est là que il a des qualités peu communes. Bon, disons-le, de séduction, d'intelligence, de se retourner sur ses pieds comme les chats. Les chats, ils retournent toujours sur le. Bon, et Trump raconte qu'il a dîné un soir à la Tour Eiffel avec lui. Et l'autre l'a embrouillé, en fait, en sortant, en parlant aux journalistes. Et c'est tout Macron. Parce qu'il te dit ça, mais avec le sourire, avec la séduction, et avec un aplomb formidable, avec une intelligence aussi peu commune. Mais on est au cœur d'une personnalité très, très particulière, disons-le, mais qui, à l'arrivée, n'aura peut-être pas eu les résultats qu'on escomptait. Écoutez le président Trump sur Emmanuel Macron, c'est intéressant. Je veux juste vous raconter une petite histoire. Nous étions à la Tour Eiffel pour un dîner avec votre merveilleuse femme et la mienne. Nous sommes sortis et le président Macron a commencé à parler en français. Et on n'avait pas d'interprète. Il a parlé, alors j'ai répondu oui, oui, oui. Et il m'a bien eu parce que le lendemain j'ai lu les journaux et je me suis dit c'est pas du tout ce qu'on s'était dit. C'est un petit malin, je vous le dis. Mais il a tout dit, c'est un petit malin. Ouais, c'est ça Emmanuel Macron, c'est pas que ça bien sûr, mais c'est un petit malin. Et ça le fait marrer, évidemment. Et il dit une chose qui est très juste, Trump, il a compris, il a parlé. Vraiment ce qu'on dit là. Bien résumé. Mais bien sûr, et ça, alors vous, Richard Millet, qui est un romancier aussi, qui essayait d'être dans la tête des uns et des autres. Je trouve que cette séquence en dit beaucoup, forcément, sur Emmanuel Macron et également sur Trump. Oui, c'est fascinant. C'est fascinant parce qu'en fait, on a d'un côté quelqu'un qui voudrait être l'héritier d'une grande politique française et qui ne l'est pas du tout, et de l'autre, un funambule, un oligarque américain qui, au fond, a compris parfaitement, au-delà de tout humanisme, ce que sont les êtres et qu'il les traite comme ils doivent être traités, c'est-à-dire presque rien. Je suis peut-être un peu excessif, mais il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Maintenant, je trouve que Macron s'avance beaucoup dans tout ce qu'il dit. C'est du vent, me semble-t-il. Parce que, au fond, cette histoire de négociation, c'est uniquement une négociation commerciale qui a déjà été entamée il y a plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. On est passé des territoires véritables maintenant aux terres rares. Vous avez vu ? On essayait d'échanger des terres rares, etc., etc. Donc, je ne sais pas très bien où on va. Alors, les terres rares, je vous coupe parce que personne ne comprend. Hier soir, j'ai demandé déjà une explication, Vincent Herouet. J'imagine les gens qui nous écoutent, Donald Trump veut récupérer des terres rares. Mais à jamais, il les prend, ces terres rares, elles sont pour lui, pour l'Amérique, quoi qu'il arrive ? Alors le premier accord qu'on a vu passer était à peu près de cet ordre-là. Oui. C'est-à-dire qu'il se payait, il se remboursait des milliards investis pendant 3 ans en achetant effectivement les terres rares et en réclamant mais même... où, ces terres rares C'est des conditions, conditions, si vous voulez, des conditions imposées à l'Ukraine qui étaient pires que les conditions imposées à l'Allemagne après le traité de Versailles. C'est-à-dire que non seulement l'Ukraine devait rembourser en versant, en laissant les États-Unis récupérer ces terres rares, ce qui posait toutes sortes de problèmes, parce que la plupart sont dans le Donbass, donc tenus par les Russes, donc ça devient extravagant. Oui. Mais en plus, l'Ukraine devait reverser 50% de tout ce qu'elle vendrait dans les années à venir. Bon, et ça, c'est tombé à l'eau ? On va voir ce que ça va donner, parce que c'est une négociation qui est en cours. Il y a 2 négociations en cours en ce moment. Une en Arabie Saoudite avec les Russes et une avec les Ukrainiens. Mais il n'y a pas de négociation avec la France. Il n'y a pas de négociation avec l'Europe. On n'est pas sur un strapontin. On a un spectacle embrassons-nous Folleville, là, de camaraderie, mais il n'y a pas de... En substance, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a juste l'idée, pardonnez-moi, pour les Français, qu'il faut des garanties de sécurité, que ce seront les Français, l'armée française et l'armée britannique qui les donneront, avec le soutien des Américains. Et tout ça est une véritable un château de cartes, en réalité. Bon, en réalité, il y a autre chose, c'est qu'une déclaration de Poutine extrêmement intéressante, qui a dit « Nous accueillons d'ores et déjà les entreprises américaines dans les territoires que nous avons reconquis. » Voilà, dans le Donbass, donc les terres rares. C'est ça. Bon, on va écouter ce qui s'est passé hier à la Maison-Blanche et puis après dans la conférence de presse. Mais pour terminer sur ce rapport entre Trump et Emmanuel Macron. Trump, disons-le, alors c'est sans doute un peu trivial, mais il y a un côté grand escroc quand même chez lui. Bon, j'espère ne choquer personne en disant ça, mais c'est le grand escroc qui parle au petit malin.
Tu vois, le grand escroc qui a reconnu le petit malin, qui lui dit « Attends, faut pas me la faire à moi parce que je suis plus fort dans ce domaine-là. » Donc il y a ce rapport-là, je trouve, entre tous les deux. On a quand même l'impression que Donald Trump, d'une certaine manière, est un peu séduit aussi par Emmanuel Macron. Oui, dans la structure des deux hommes, on a l'impression qu'ils s'entendent c'est la bien, force d'Emmanuel Macron. La dimension personnelle existe toujours. Je l'ai dit hier, tous ceux qui rencontrent Emmanuel Macron, moi quand je le rencontre, je me dis il va pas être content. On l'épargne pas quand même. Mais il est absolument charmant, adorable, il n'élève pas la voix, il est toujours sympathique. Etc. Il a beaucoup d'empathie de ce point de vue-là, ou de fausse empathie, vous appelez ça comme vous voulez. Charlotte Dornelas, mais où il est habile, mais jamais vous le voyez s'énerver, jamais. Bon, je vais essayer de Charlotte, vous vouliez dire quelque chose. Vous disiez il a beaucoup d'empathie. Ou de fausse empathie. Non, mais pas du tout, voilà. c'est l'un ou l'autre. Oui, Non, c'est mais ça. je crois que dans la relation entre les deux, quand même, il y a un mépris réciproque aussi. Il y a un vrai mépris de l'un pour l'autre. Hein, mais sans doute. Ou peut-être. Il y a eu une phrase de Donald Trump. Il y a une phrase fatale. Une phrase fatale de Donald Trump, l'ancien secrétaire général de la Maison-Blanche, au temps de son premier mandat, où il avait dit au bout de 2 ans, à propos de notre président, il avait dit tout ce que touche ce type, this guy, devient de la merde. bullshit. Oui. Non, mais le problème Voilà. d'Emmanuel Macron, c'est le problème de confiance. C'est-à-dire que tu peux pas avoir confiance. En tout cas, il me semble-t-il, tu peux pas avoir confiance. Mais là, la scène globale qu'on a vue rappelle le mot fameux de Cocteau, quand les événements vous échappent, feignons d'en être les organisateurs. C'est possible d'ailleurs qu'on arrive à croire ça, parce que moi, ce qui me frappe quand même, c'est le nombre d'éditorialistes qui disent c'est une victoire parce que la diplomatie française a tellement travaillé avant. Et ils vous ressortent ça comme élément de langage. Ce sont tellement des éléments de langage que vous voyez les copeaux volter, tellement c'est la langue de bois. C'est hallucinant. Et ça, c'est repris sans problème, sans aucun problème. Et c'est peut-être pour ça que ceux qui apportent un éclairage différent sont parfois assez écoutés. Mais qui contestera ce que nous disions là ? Que depuis 3 ans, on va faire l'exact contraire de ce que nous disons depuis 3 ans. Qui peut contester ça ? Alors voyons ce qui s'est passé hier avec le sujet d'Augustin Donadieu. Une poignée de main énergique, signature du président américain et une visite express pour Emmanuel Macron, accueilli à Washington avec une mission géopolitique incertaine. Partager notre volonté d'avoir une paix durable. Je crois que personne dans cette salle n'a envie de vivre dans un monde où la loi du plus fort peut s'imposer et où les frontières internationalement reconnues peuvent être du jour au lendemain violées. Cette situation est terrible et elle pourrait dégénérer en 3e guerre mondiale. La paix est impérative, mais sous condition pour le président français. Cette paix ne peut pas signifier la capitulation de l'Ukraine. Cette paix ne peut pas être un cessez-le-feu sans garantie. Cette paix doit prévoir les conditions d'une souveraineté ukrainienne. Kiev devant être à même de négocier pour ses propres intérêts. Les deux dirigeants ont par ailleurs abordé dans le bureau ovale l'envoi éventuel de troupes européennes sur le front. Le républicain est néanmoins resté évasif sur les garanties de sécurité qu'apporterait Washington aux soldats. Les troupes européennes pourront entrer en Ukraine en tant que force d'interposition, force de maintien de la paix. Plus tard sur Fox News, Emmanuel Macron semblait confiant. Nous voulons la paix. Et je pense que l'initiative du président Trump est très positive. Nous devons être sûrs que cette paix sera respectée par la Russie. Il faut d'abord une trêve, et je pense que cela pourrait se faire dans les semaines à venir. Qualifié précédemment de dictateur par Donald Trump, Volodymyr Zelensky devrait être reçu à la Maison-Blanche cette semaine ou la semaine prochaine, afin de ratifier un accord sur l'accès des Américains aux minerais ukrainiens. Là où il est habile, Trump, avec Emmanuel Macron, c'est qu'il lui donne donc les garanties de sécurité. C'est ça, c'est ce qu'il lui donne. C'est-à-dire que il y a, imaginez, un cessez-le-feu, après une négociation de paix, et après cette négociation de paix, les garanties de sécurité dont on parle, c'est le déploiement d'une troupe en retrait du front, de la ligne de démarcation, pour éviter que ça reparte. Ce serait la der des der, donc on va mettre comme en Corée, il y a des Américains déployés, mais on va être pendant des décennies installés là-bas. Et les Français et les Britanniques veulent être la force, l'essentiel de la force européenne qui sera déployée sur place. Sauf que, pardon, il y a juste un problème, c'est que les Russes ont fait la guerre pour imposer la dénazification de l'Ukraine, c'est-à-dire il faut les débarrasser de la troupe qui siège à Kiev,
et la neutralisation de l'Ukraine. Donc je ne vois pas les Russes accepter le déploiement de 2 forces otaniennes en Ukraine. Première chose. Et la deuxième chose, il leur faut à ces troupes européennes une garantie américaine, c'est-à-dire de la surveillance satellitaire, etc. Non mais c'est de la com, c'est ce que je veux vous dire. Quand Emmanuel Macron en parlait hier, on voyait Donald Trump qui regardait dans le vague, qui opinait du bonnet, mais qui n'a pas donné aucune garantie. Bon, il y a une séquence que je voulais vous montrer. Une seconde. Dans le sens de ce que dit Vincent, qui est un élément important. Trump a dit la Russie va retourner à ce qu'elle faisait. Mais comment la Russie va-t-elle retourner à ce qu'elle faisait alors que l'économie de la Russie aujourd'hui, c'est une économie de guerre? Comment vous allez repasser de l'économie de guerre à une économie normale? Ça, c'est une question que personne ne pose. Oui, parce que c'est pas l'heure. Mais c'est normal qu'on la pose pas. Elle n'a pas beaucoup d'intérêt à l'heure actuelle. Mais en revanche... Si, elle a tout l'intérêt. Parce que c'est exactement ce que dit Vincent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire là-bas à partir du moment où la Russie va rester... Alors, je voulais vous montrer une intervention qui est beaucoup commentée. C'est celle d'un président français qui interrompt Donald Trump, et tout le monde dit formidable. Là, il a vraiment fait peser la voix française et la voix de l'Europe, et il a résisté merveilleux, Emmanuel Macron. Et sans doute d'ailleurs, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, voyez cette séquence, c'est dans le bureau ovale. L'Europe prête de l'argent à l'Ukraine, qui le récupère. En fait, pour être franc, nous payons 60% de l'ensemble des fonds, comme les États-Unis, par le biais de prêts garantis, et nous avons fourni de l'argent réel, pour être clair. Nous avons 230 milliards d'actifs gelés en Europe, des actifs russes. Mais ce n'est pas en tant que garantie d'un prêt, parce que ce n'est pas notre propriété, donc ils sont gelés. Si à la fin de la journée, dans les négociations que nous aurons avec la Russie, ils sont prêts à nous les donner, super. Ils appartiendront à la fin de la journée à la Russie, qui devra payer pour cela. Comment vous interprétez cette séquence qui a beaucoup fait parler? Parce que c'est normal, parce que les Américains se remboursent, se payent sur la bête. En plus, ils se payent. Il y a un mode de calcul qui est extravagant, parce que c'est souvent du matériel américain qui a été acheté par les Américains et livré donc en Ukraine, que les Ukrainiens vont devoir rembourser. Ils gagnent sur 2 tableaux à la fin. Alors que le président, l'argent européen a été donné vraiment... C'est pas du tout ça qui s'est dit là dans cet échange. Non, c'est que Emmanuel Macron tente de ramener Donald Trump sur des chiffres réels et sur la réalité de ce qui a été investi. C'est-à-dire que l'autre prétend faire braquer aux Ukrainiens 500 milliards de dollars en remboursement des 350 qu'il a donnés. En fait, il n'en a pas donné 350, il en a donné le tiers. Et donc c'est vraiment un tarif d'usurier qu'il va infliger aux Ukrainiens. Et le côté européen, en revanche, c'est de l'argent qui a été distribué en pure perte, parce qu'on n'a pas acheté avec cet argent des canons César, des fleuves, etc. Enfin, c'est surtout on les a livrés, nos miracles. C'est-à-dire, je vais montrer que que moi j'ai une aptitude qui est une aptitude financière, je vais vous la montrer, et c'est ce qui va faire la différence avec Donald Trump. Oui, mais c'est 2 hommes. Et alors, je vous propose d'écouter M. Poutine. Vous allez voir, c'est le carré.